Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 2 juin. Voici les titres. Retour sur les assises du numérique. La deuxième édition se tenait ce mercredi aux Pyramides du Port-Marly. Des tables rondes et ateliers autour du numérique pour l'éducation, les territoires et bâtiments connectés, la e-santé et la cybersécurité dans les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Des consultations juridiques gratuites, elles sont possibles dans les points justice du territoire. Un professionnel du droit vous apporte son aide sur des questions spécifiques. Comment y avoir accès et pourquoi faire ? On fait le point dans cette édition. Et puis découverte d'un lieu emblématique des Yvelines, souvent méconnu par rapport au château de Versailles, le domaine de Marly-le-Roi a été distingué par le ministère de la Culture. Le site de 91 hectares vient d'être labellisé Jardin remarquable, une véritable reconnaissance pour les équipes sur place. Présentation aussi dans cette édition du 14e salon Lisez local des auteurs du territoire, convié par la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. C'est ce samedi, on en parle tout à l'heure avec notre invité Laurent Garin. Avant de développer ces titres, fin du suspense pour quelques 936 000 jeunes ce jeudi soir. À partir de 19h, les lycéens pourront consulter les réponses à leurs vœux d'orientation formulés sur la plateforme Parcoursup. S'ouvre désormais la phase d'admission jusqu'au 14 juillet. Des propositions sont envoyées aux candidats qui ont un délai de quelques jours seulement pour donner leurs réponses. La date limite est indiquée à chaque fois. Pour vous aider, des conseillers Parcoursup sont joignables tout au long de cette phase d'admission via la messagerie Contact directement depuis votre dossier ou par téléphone au numéro vert qui s'affiche, le 0800 400 070, et des sessions de chat en live vont être également proposées par Parcoursup. Cette semaine avait donc lieu la seconde édition des Assises du numérique de Port-Marly au Port-Marly. C'est un événement organisé par Seine et Yvelines Numérique en partenariat avec le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Cette journée était rythmée par des ateliers et des tables rondes autour de différents enjeux du numérique et notamment celui de la cybersécurité. Mathilde Franco était sur place. Aujourd'hui, je me trouve aux Assises du numérique à Port-Marly. C'est la seconde édition. Tout au long de la journée se dérouleront des ateliers, des tables rondes sur différents thèmes comme la santé, l'éducation ou encore la cybersécurité. Mais tout d'abord, pour présenter l'événement, on va aller à la rencontre du président de Seine et Yvelines Numérique, Bertrand Coquart. C'est parti. Seconde édition des Assises du numérique, c'est important, c'est un moment important pour les villes, les élus et également nos partenaires de pouvoir se rencontrer et présenter les différentes options que propose Seine et Yvelines Numérique à ses usagers et adhérents. Donc on est sur la cybersécurité, on est sur la santé, bref, on est sur le numérique au sein des collectivités. Plusieurs communes des Yvelines en ont été victimes ces derniers jours. Aujourd'hui, la cybersécurité devient un enjeu primordial. Alors comment se prémunir d'une cyberattaque ? L'adjudant-chef de la gendarmerie des Yvelines nous aide à y voir plus clair. Alors c'est un peu dur parce qu'on a différents types de cyberattaques, donc le problème il est là, c'est que de manière générale, en fait il y a toujours des solutions qui sont à peu près, on va dire, qui peuvent être adaptées à tous. Déjà avoir une gestion des mots de passe, avoir effectivement des postes qui vont avoir des identifiants et mots de passe par personne, avoir aussi des mises à jour des logiciels, des mises à jour de leur antivirus, éviter de brancher n'importe quoi sur son ordinateur. Donc voilà, et aussi avoir une politique de communication et d'informer, surtout comme je vous disais tout à l'heure, de formation de ces personnels. Parce que si le personnel qui utilise le réseau informatique de collectivité n'est pas formé, donc il ne sait pas quoi faire pour éviter son attaque et surtout, il ne connaît pas la réaction qu'il doit avoir pour peut-être éviter de propager cette attaque tout simplement. Le secrétaire de mairie un jour a essayé de se connecter pour faire une action sur le PC de la commune et il s'est aperçu que toutes les données étaient cryptées. Donc il m'a appelé en catastrophe pour me dire allez vite à la mairie, il se passe quelque chose, etc. Parce que lui, à distance, puisqu'il est à 10 km, ne pouvait pas arrêter le système. Je suis là pour témoigner justement de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a mis en place et puis surtout alerter les gens que tout le monde est concerné, quoi. C'est surtout ça. Pas comme moi, penser que naïvement, ça ne peut arriver qu'à des grosses entreprises ou des grosses administrations. Voilà, clap de fin pour cette seconde édition des Assises du numérique. Beaucoup d'autres sujets ont été évoqués tout au long de la journée, comme la vidéo-verbalisation, les outils connectés ou encore la lutte contre les dépôts sauvages grâce au numérique. Au total, 4 tables rondes, 19 ateliers pour éduquer et sensibiliser au numérique.
Nous reviendrons sur les différents thèmes abordés au cours d'une émission spéciale 7-8 dossiers qui sera consacrée justement à ces assises du numérique. Le 24 mai dernier se tenait la journée nationale de l'accès au droit. Dans ce cadre, le tribunal judiciaire de Versailles a accueilli des consultations gratuites de professionnels de droit à destination du grand public. L'occasion d'évoquer cette question de l'accès au droit dans les Yvelines avec vous, Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. Vous étiez présent au tribunal judiciaire pour cette journée. Comment s'est-elle déroulée ? Eh bien, Grégory, il y avait 3 professions qui ont participé à ces consultations. Il y avait 11 avocats, 4 notaires et 2 huissiers. Des consultations gratuites sur rendez-vous dans 3 box du tribunal judiciaire de Versailles. Au total, 45 personnes ont été reçues durant cette journée. L'objectif, donner des informations générales sur différentes questions juridiques, et les rendez-vous ont été concluants. Écoutez. C'est une bonne idée d'organiser ces journées, surtout quand on ne sait pas trop vers qui se retourner. J'ai fait des recherches sur Internet et qu'on ne sait pas trop si on tombe sur les bons formulaires, sur les bons principes d'envoi ou de transmission, ne serait-ce qu'au juge des tutelles. Elle m'a donné toutes les réponses et pour me conforter dans l'idée que ce que j'ai trouvé sur Internet, ça correspondait à ce qu'on cherche vraiment au niveau des dossiers envoyés. La consultation gratuite est très très efficace. J'ai posé un certain nombre de questions pour avoir des conseils au notaire et qui m'a aidé en comprenant bien. Et quelles sont les questions posées par ces personnes en consultation ? Alors ce jour-là, il y avait plusieurs questions, surtout du droit civil, des sujets différents en fonction des professionnels. Par exemple, les huissiers ont été consultés sur des affaires de logement insalubre ou d'exécution de décision. Les notaires ont orienté les personnes reçues notamment sur les questions de patrimoine ou de succession. Et enfin, les avocats, c'est eux qui ont le plus de sujets à traiter puisque c'est beaucoup plus large. C'est du droit de la famille, du droit des étrangers ou encore du droit du travail. Et sur place, j'ai rencontré un notaire, une notaire et une avocate. Écoutez. Sur le droit des étrangers, c'est souvent la régularisation de séjour, la naturalisation. Là, visiblement, j'ai une problématique d'asile aussi. Donc voilà, c'est beaucoup d'accès au territoire et surtout accès à la régularisation et à un titre de séjour. Ce sont souvent des questions liées à un contentieux. Donc effectivement, là, il faut prendre le temps d'étudier le cas pour pouvoir apporter une réponse la plus précise possible. Ou des questions parfois toutes simples qui n'ont pas été posées à un professionnel en amont. Ce qui paraît plus surprenant, mais voilà, c'est la réalité. Souvent des questions liées au droit de la famille, donc contentieux en droit de la famille, lié à une situation de succession compliquée, de séparation compliquée. Voilà, donc souvent du contentieux, mais je vous dis, ça peut être des questions également plus simples qui paraissent anodines et voilà, auxquelles on apporte une réponse pragmatique. Alors le 24 mai, c'était la journée nationale de l'accès au droit. Ces consultations étaient organisées au tribunal judiciaire de Versailles. Mais en fait, il n'y a rien d'exceptionnel à ces consultations gratuites. Vous pouvez très bien vous rendre chez votre notaire ou chez votre avocat pour les consulter sur des informations gratuites. Mais c'est aussi la mission du Conseil départemental d'accès au droit, l'organisateur de cette journée au tribunal. Mais sa mission, en fait, au quotidien, c'est d'informer le grand public sur des questions juridiques avec des professionnels du droit et une vingtaine d'associations. Pour cela, vous avez 17 points de justice dans le département des Yvelines, 3 maisons de justice et du droit réparties sur l'ensemble du territoire. Et à la tête du Conseil départemental d'accès au droit, c'est Bertrand Menet, le président du tribunal judiciaire de Versailles, que j'ai rencontré aussi. C'est une façon de montrer aux personnes qui ont un besoin et qui veulent voir un professionnel du droit qu'il y a aussi des actions, que certes il y a des actions payantes, mais il y a aussi beaucoup d'actions gratuites et qu'on peut au moins dans un premier moment de renseignement obtenir assez facilement et partout sur le département des Yvelines une information. Si on a besoin d'approfondir et si on a besoin de faire appel aux professionnels pour mener une action, soit on a des revenus insuffisants et on bénéficie d'une aide d'État qu'on appelle l'aide juridictionnelle, soit on a les moyens de payer son avocat, son huissier ou son notaire et on le rémunère dans un cadre plus approfondi. Alors j'insiste là-dessus, c'est vraiment des informations juridiques. On ne peut pas lancer de procédure gratuitement. Et donc les demandes sont en hausse auprès des maisons de justice et du droit et des points de justice des Yvelines. 40 000 personnes ont fait des demandes en 2021. Et si vous avez une question à résoudre, si vous avez justement une information juridique à demander, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est le site du Conseil départemental d'accès au droit. Merci Nicolas pour ce point d'information à propos de ce sujet très important, celui de l'accès au droit.
Le Ski Cube recherche ses nouvelles entreprises. L'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines lance un nouvel appel à candidature. Les porteurs de projets ou de services d'innovation technologique et les dirigeants de start-up peuvent candidater jusqu'au 24 juin. Les lauréats pourront bénéficier d'un programme d'incubation de 6 à 24 mois, d'un accompagnement personnalisé et avoir le soutien d'experts thématiques. Une réunion d'information se déroulera le jeudi 9 juin à 14h. C'est au Ski Cube qui est situé à Guyancourt. Depuis son ouverture il y a 5 ans, l'incubateur a épaulé une 60aine d'entreprises. J-10 avant le premier tour des élections législatives. Rendez-vous aux urnes le 12 juin pour élire vos députés. TV78 vous aide à y voir plus clair dans ce scrutin avec les enjeux dans chacune des 12 circonscriptions des Yvelines. Avec moi ce soir aussi Bichente Maria Santisteban de la rédaction de TV78. Bonsoir Bichente. Bonsoir Grégory. Et avec vous on va parler précisément d'une circonscription et pas des moindres. Elle regroupe 51 communes, presque un tiers du département. C'est la 10e circonscription. En effet, vous avez tout dit Grégory. En fait, quand on prend la carte des Yvelines, il y a 2 circonscriptions facilement identifiables par leur grande superficie, la 9e à l'ouest et surtout le sud du département, donc la 10e. Elle débute de Morpas et Montfort-l'Amaury au nord et descend jusqu'en bas de la carte, comprenant Rambouillet et Saint-Arnaud en Yvelines. L'histoire politique de cette circonscription est très ancrée à droite, avec quelques exceptions surtout depuis les dernières années. De 1993 à 2007, c'est Christine Boutin qui occupe le poste de députée sur la circonscription en tant que représentante de l'UDF puis de l'UMP. Réélue en 2007 mais choisie comme ministre du Logement et de la Ville, elle laisse son siège à son suppléant Jean-Frédéric Poisson et c'est là que ça se complique. Après le remaniement ministériel de 2009, elle cède sa place de députée, ce qui entraîne une élection législative partielle remportée donc par Jean-Frédéric Poisson, mais invalidée par le Conseil constitutionnel. Une nouvelle élection est donc organisée des suites de celle-là en juillet 2010. Et c'est une surprise, le parti Europe Écologie Les Verts brigue la mandature avec Annie Pourcinoff. Elle reste 2 ans et en 2012, le retour de la droite à la tête de cette 10e circonscription avec Jean-Frédéric Poisson encore, désormais sous le Parti chrétien-démocrate, parti justement fondé par Christine Boutin. Et enfin, lors des dernières élections, la vague LREM aura eu raison de ce territoire historiquement à droite. Aurore Bergé est élue au 2e tour avec 64% de suffrages exprimés. Et hasard des chiffres pour cette nouvelle campagne des élections législatives dans cette 10e circonscription. Oui, une 10e circonscription avec 10 candidats officiellement inscrits en vue des 12 et 19 juin prochains. On est sur une zone convoitée par donc le parti de la majorité présidentielle avec l'actuel député Aurore Bergé qui se représente. Mais le territoire est également brigué par d'autres partis. Les Républicains tout d'abord, ancrée localement et représentée par Anne Cabri, maire d'Orsonville et directrice du parc naturel régional de la vallée de Chevreuse. Autre force en présence, NUPS, l'Union de la gauche, avec Cédric Bréollet de la France Insoumise, habituellement dans les Hauts-de-Seine, qui a déjà été candidat au départemental à Nanterre et à la région Île-de-France. Et Thomas Duchalard, un temps directeur de la communication de la mairie RN de Mantes-la-Ville pour le Rassemblement national. Pour rappel, au premier tour des présidentielles sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 19% des voix, Marine Le Pen 16%, bien en dessous d'Emmanuel Macron à 32%. Et finalement, si on regarde dans le détail, parmi les candidats alignés en 2017, peu se représentent en 2022. 3 seulement sur les 15 inscrits il y a 5 ans. En plus d'Aurore Bergé, donc 2 sont à nouveau là en 2022. Philippe Chevrier, ancien RN désormais sous l'étiquette du parti d'Éric Zemmour Reconquête, et Marielle Saulnier pour le parti de la lutte ouvrière. Tous deux avaient récolté moins de 1% des suffrages en 2017. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, 4 autres candidats. Sylvie Bogers pour le Parti animaliste, Claire Coignat de Debout la France, Michel Bizien du Parti ouvrier indépendant et Patrice Jaconneau sans étiquette. Merci Bichente. On rappelle les dates de ce scrutin des élections législatives. Premier tour le 12 juin et deuxième tour le 19 juin prochain. Situé à quelques kilomètres du château de Versailles, il est souvent méconnu. Le domaine de Marly-le-Roi vient d'être labellisé jardin remarquable par le ministère de la Culture. Une véritable même reconnaissance pour les employés de cet écrin de verdure de 97 hectares. Le reportage de Mathilde Franco. Apaisant, relaxant, le domaine de Marly-le-Roi fait penser à un petit Versailles, avec son canal, ses statues et ses grandes allées, mais en beaucoup plus calme. Méconnu du grand public, ce dernier reste souvent dans l'ombre de son voisin, le célèbre château de Versailles. Pourtant, il vient d'être labellisé jardin remarquable par le ministère de la Culture, une reconnaissance qui a demandé au personnel en charge du dossier beaucoup de travail pour remplir les critères demandés.
La manière de présenter le site, le jardin, également sur le patrimoine architectural, s'il y a des collections, de la statuaire, s'il y a du patrimoine environnemental également, naturel. C'est un point majeur qui a été mis en valeur au sein des dossiers et qui a beaucoup plu également au groupe de travail qui a labellisé le site. Le challenge est important puisqu'en fait j'ai une double vocation ici, non seulement la conservation d'un site et d'un patrimoine culturel avec ce jardin historique, mais aussi c'est de réinventer une forme de jardin formel et régulière et de le réinventer dans un usage moderne et de mettre en valeur la naturalité du site en fait. Avec ses 53 hectares classés monuments historiques et ses 44 hectares gérés par l'Office national des forêts, le domaine de Marly-le-Roi rassemble les amoureux de la nature. Il y a une étude faune-flore qui vient d'être diligentée par le PV sur une année entière et donc on a des résultats qui nous prouvent qu'on est sur un site tout à fait exceptionnel en région parisienne. Il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et les amoureux d'histoire. C'est un domaine de villégiature qui a été créé par Louis XIV de manière quasiment contemporaine à celui de Versailles. Il faut savoir que le domaine de Marly a été construit en une vingtaine d'années, petite vingtaine d'années, ce qui est exceptionnel quand on connaît le faste qu'il a connu. Donc c'était vraiment une demeure secondaire, voire tertiaire de Louis XIV. Ouvert à l'année, le domaine de Marly-le-Roi est aujourd'hui un lieu de fête, de visite et de promenade où les touristes, les sportifs et les familles cohabitent dans le calme. Pour refermer ce journal, un rendez-vous culturel qui revient à Montigny-le-Bretonneux. La 14e édition du salon Lisez local se tient ce samedi, c'est à la librairie du Pavé du Canal. C'est à partir de 15h, l'occasion de rencontrer 9 auteurs du territoire. Et pour en parler avec moi, Laurent Garin, bonsoir. Bonsoir, gérant de la librairie du Pavé du Canal. Oui, c'est un retour finalement pour cet événement. C'est une formule qui a déjà été proposée souvent par la librairie. Oui, tout à fait, sauf qu'on a renouvelé là un peu le modèle parce qu'on réunit finalement nos 9 auteurs sur un même instant. D'habitude, on faisait 4 auteurs puis 4 auteurs. Là, cette fois-ci, on veut vraiment avoir tout le monde en même temps, surtout qu'on a un espace qui est dédié pour ça, en fait. Avec la bulle et Animasos, on a réussi à mettre ce plateau un peu culturel où il y a un peu d'animation culturelle, d'exposition, de rencontres, un peu de théâtre et donc des auteurs où on peut recevoir paisiblement et calmement tous ces auteurs-là. Et j'imagine que c'est une joie de les recevoir. Il y a eu des années compliquées, on le sait, avec la crise sanitaire, de reproposer des animations, des événements autour de la littérature. Oui, tout à fait, surtout les auteurs locaux, parce qu'on a quand même une forte demande de la part de nos amis qui sont sur le territoire. Donc voilà, il fallait qu'on les reçoive de nouveau et vraiment ça nous fait plaisir de remettre ça sur pied. Ouais. Alors il y a des auteurs de renom qui viennent à la librairie du Pavé du Canal. Pourquoi mettre cette fois-ci en avant les auteurs locaux ? Parce que le tissu du territoire est quand même bien important et qu'en tant que libraire, nous implantés sur le territoire, c'est normal qu'on reçoive aussi tous les acteurs locaux et culturels du territoire. Donc voilà, donc c'est important qu'il faut qu'il y ait des grands noms. Il faut également ouvrir les librairies indépendantes aux auteurs qui ont un peu moins de communication tout autour d'eux. Mais pour le coup, c'est important de leur ouvrir paisiblement et calmement le lieu. Alors, je reprends votre site internet, vous avez partagé cette statistique, 8 Français sur 10 aiment écrire et plus de la moitié ont déjà eu envie d'écrire ou ont écrit un livre. Est-ce que l'objectif de ce salon, c'est pas aussi de dire aux personnes présentes qui vont venir rencontrer ces auteurs, vous pouvez aussi franchir le pas et écrire ? Tout à fait, c'est également ça, ouais. C'est que pour franchir ce pas et franchir le Rubicon, finalement c'est pas si compliqué que ça, parce que l'auto-édition existe, oui. Même si l'édition est importante, il faut de la relecture, mais pour le coup, voilà, en plus, on peut rencontrer son public, donc ce moment-là est aussi très important, parce que ça va être le moment de partager donc, ce travail qui est souvent personnel, et de le partager avec les autres. Alors, qui sont les auteurs présents ? Est-ce qu'ils sont tous yvelinois, tous franciliens, du coup ? Alors, ils sont pratiquement tous yvelinois, pour le coup. On a une professeure de français d'un collège de Montigny. On a des Morpasiens, on a des Vicinois. Voilà, on a vraiment pas mal de monde du coin. Et c'est des gens, en fait, qui viennent à la librairie, qui sont clients à la librairie, et qui viennent nous proposer leurs ouvrages qu'on a lus, nous, et qu'on dit, OK, venez avec nous dans l'aventure de ce mini-salon local. Et on peut découvrir quelques-unes des couvertures, des ouvrages de ces auteurs qui seront présents. D'ailleurs, si on regarde dans le détail ces couvertures, on en a pour tous les goûts. Il y a du roman, des récits plus personnels, de la littérature adulte, jeunesse. C'est ça. Il y a également la littérature jeune adulte. Il y a la bande dessinée. Enfin voilà, pratiquement tous les pans de l'édition sont représentés là. Oui, tout à fait. Ça démarre samedi à 15h. Quel est le programme ? Comment ça va se passer concrètement ? Alors concrètement, on va les accueillir sur ce lieu qu'est la bulle. Hein, et voilà, on va faire une petite présentation de chacun, je pense. Chacun aura sa place, comme un vrai beau salon en bonne et due forme. Et puis on va les accueillir, donc on va faire une présentation un peu biographique de chacun.
et on va attendre que le public arrive. Et ça, ça tient aussi cette réussite tient au fait des auteurs, qu'ils aient communiqué tout autour d'eux, parce que ça reste un événement local. Pas besoin d'inscription, on peut venir directement sur place samedi ? Oui, tout à fait. Oui. Vous venez à l'étage. Sur le plateau de la Bulle. Et justement, vous parliez de cet espace maintenant dédié pour accueillir ces rencontres avec les auteurs. Ça veut dire qu'il y a d'autres événements, ça va se multiplier dans les prochains mois, et vous prévoyez est-ce que d'autres gros événements ? Alors, on travaille sur la rentrée là, donc on est en plein sur la rentrée. Ça va arriver, pardon. Ouais, donc Laurent Godet qui sort un ouvrage chez Actes Sud, on aimerait bien l'inviter. Donc oui, forcément, on travaille sur ça, mais pratiquement toutes les semaines, on a une animation dans la librairie, donc ça va. Pour le coup, là, on a forcément de la littérature, on fait aussi un peu de travaux manuels, on fait un peu de mosaïque, on fait des cours de ukulélé, on étend un peu la palette de la culture. Et donc ce 14e salon Lisez local, c'est ce samedi à la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux. Un petit message pour les téléspectateurs, pour les inciter à venir, peut-être ? De continuer à lire, et qu'il y a des auteurs locaux qui font des très bonnes choses et qu'il faut venir les découvrir. Et toutes les informations, bien sûr, sur le site internet du Pavé du Canal. On y retrouve, bien sûr, aussi toutes les références présentes en librairie. Merci beaucoup, Laurent Garin, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et je le rappelle, vous êtes le gérant de cette librairie, le Pavé du Canal, qui est installée à Montigny-le-Bretonneux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. En juin, l'information locale continue sur TV78 avec reportages et émissions spéciales à suivre sur notre en-tête, notre site internet et également nos réseaux sociaux. Belle soirée sur TV78.